Alors, Gilles, est-ce que tu peux nous parler d'un document à laquelle tu as participé et sur la mission qui était remplir toute la terre de l'Évangile? Oui, ben, ça se situe dans l'histoire de l'ordre, euh, dans l'occasion du chapitre général de 1991, auquel j'avais participé comme provincial. J'ai été élu à ce chapitre vicaire général et nommé ensuite procureur général de l'ordre. Ça, c'est les relations avec le Vatican au nom de l'ordre. Mais à l'occasion de ce chapitre-là, deux grandes questions avaient été étudiées au chapitre. Est-ce que l'ordre franciscain est vraiment qualifié au plan des études et de la formation de ses membres? Alors là, on a décidé au chapitre général de 91 de mettre, je ne dirais pas le paquet, mais en fait mettre une grosse insistance au niveau de l'ensemble de l'ordre, parce qu'à l'époque, il y avait quand même 20 000 franciscains dans le monde, et l'ordre avait une certaine importance dans l'Église, la vie de l'Église. Donc, miser sur une formation plus qualifiée de tous les membres de l'ordre. Bien sûr, les centres d'études. À l'occasion du chapitre général de 91, les franciscains qui étaient rassemblés à San Diego, en Californie, ont pris conscience aussi que notre présence évangélique et notre présence d'évangélisation avaient besoin de passer un peu au crible et que nous méritions peut-être plus que ce que nous pensions ou disions ou faisions. Alors, il a été décidé donc de créer un groupe, pas tellement à l'occasion du chapitre, mais après, pour donner suite à cet intérêt pour l'évangélisation. Est-ce que nous sommes à la hauteur de la vocation franciscaine que nous avons reçue de vie évangélique? Et est-ce que l'ordre franciscain dans son ensemble, partout dans le monde, est à la hauteur aussi des engagements du service d'évangélisation? Il faut dire qu'auparavant, il y avait eu quand même deux textes remarquables. Un qui avait été écrit par le pape Paul VI dans les années 70 sur la question de l'évangélisation, qui a été vraiment un monument dans l'histoire de la réflexion sur l'évangélisation, et aussi un texte aussi remarquable de Jean-Paul II. Bon, mais ça aussi, ça faisait une pression interne. Il y avait une invitation interne à l'intérieur de l'Église catholique et donc de tous ceux qui pensent y participer. Écoutez, revoyez, pour l'amour de Dieu, revoyez votre façon de comprendre l'Évangile, la vie évangélique, mais le service de l'évangélisation. Et toutes les communautés qui prétendent être des communautés sont missionnaires Mhm. ou apostoliques. De grâce, refaites vos devoirs. Alors, aussi simple que ça. Alors là, quand nous sommes arrivés à Rome, en septembre, mettons 91, le Conseil général a décidé de former une équipe internationale, à peu près de 15 membres, et on a confié la présidence de ce groupe de travail au vicaire général, pas Gilles Bourdeau. J'étais vicaire général. Mais j'ai donc présidé pendant 5 ans. On a travaillé 5 ans pour essayer de voir euh, dans le monde qui était le nôtre dans les années 90, là. Mhm. Donc on n'est pas en 2020. En les années 90, c'est quoi la situation? Mais c'est quelque chose de se mettre à réfléchir tout à coup en termes d'évangélisation en prenant vraiment toute la réalité internationale, l'universalité, la diversité des cultures. À ce moment-là, on insistait moins. Aujourd'hui, probablement qu'aujourd'hui, si la chose est reprise, on va insister un peu plus sur les questions cosmiques, écologiques, etc. Donc, Mhm. mais c'était pas tout à fait de la même manière dans l'air. Mais on a travaillé 5 ans pour, disons, mettre sur pied une réflexion. Les frères vous le disent, mais on a besoin de réflexion. Donc, d'écrire, on a pris la méthodologie classique de l'action catholique, voir, juger, agir. Et si on reprend la lettre, c'est devenu en cours de route une lettre que le ministre général a signée, Herman Chaluc,
pour la Pentecôte de 1996. Et ce, parce que la commission est arrivée à la conclusion que établir des normes, parce que quand on parle d'une ratio évangélisation, ça veut dire donc comme un guide normatif, et avec des pratiques que nous privilégions par rapport à d'autres. Pour nous, l'équipe de 15, les frères venaient de partout dans le monde, hein, donc c'est une bonne équipe, des gens intelligents, cultivés. Quand je dis cultivés, ça veut dire bien insérés dans des cultures. Alors, on a travaillé ensemble et progressivement, on a abandonné le cadre un peu, je dirais, législatif, canonique, pour miser sur une lettre très importante, écrite par le ministre général. Évidemment, ça n'a pas la même portée juridique, mais quand même, qui portait sur les enjeux de l'évangélisation vers les années 90. Là, quand il a été publié, c'est 96. Et pour rester dans le monde, j'aurais plus de l'inspiration et du souffle que d'entrer dans le monde du normatif. Quand on fait de l'évangélisation, ça veut dire ça, ou ça voudrait dire telle chose au plan pratique. C'est acceptable aussi. Je vois actuellement le dernier chapitre général a misé aussi sur une ratio. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, ça les regarde. Mais nous, on a misé plutôt sur une lettre qui inspirerait les frères et qui donne aussi un certain nombre de critères ou de repères. Et le point fort de ce document qui a été signé par Hermann Schaluck, c'était la partie centrale, le juger, dans tous les efforts de discernement que nous avons à faire pour vivre l'Évangile et le proclamer, sur quels sont les repères que nous devons considérer quand on veut le faire, comme tu le mentionnais tantôt, comme franciscain. Cette partie-là a été très travaillée, parce que nous pensions que ça ne sert à rien de doubler ou de tripler les services qu'offre tel groupe, telle communauté. Nous, on doit se positionner à partir du charisme franciscain et croire que ce charisme qui nous a été donné, c'est une grâce qui n'est pas morte. C'était quoi les particularités franciscaines? Quand on a parlé tantôt, par exemple, en termes de fraternité, question de minorité, donc on a repris et étudié, puis présenté dans la deuxième partie ces repères et qui peuvent toujours servir, quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes placés, envoyés. Et cette lettre a donc été, on a transformé ça en lettre. Donc, en un sens, on n'a pas rempli le mandat qui nous a été confié par le chapitre général de 91. Donc, on n'a pas proposé un texte normatif. Ah bon, OK. On a proposé une lettre très consistante, si on la lit. Et en finale de ce document-là, dans la troisième partie, Agir, là, on retrouve un certain nombre d'enjeux qui sont quand même très caractérisés au plan historique. Il y a des choses, comme je disais tantôt à propos de l'écologie, l'insistance, par exemple, que nous mettons actuellement sur les questions écologiques et aussi les obligations pour les églises chrétiennes de dire, écoutez, vous ne pouvez pas ignorer cette réalité-là quand même. Mais en même temps, votre engagement peut-il être inspiré par un certain nombre de valeurs qui ne sont pas nécessairement mercantiles. Et ce n'est pas simplement pour trouver un autre moyen de faire de l'argent, parce qu'on ne peut pas le faire avec le même type d'exploitation, mais on va trouver d'autres formules. Je pense que l'engagement des églises, ou de l'Église en ce qui concerne les questions, même pas climatiques, écologiques, se base aussi sur d'autres considérations. Par exemple, est-ce que c'est convenable, non seulement convenable, moralement acceptable, que pour entretenir ici notre confort, nos services internes, par exemple au Canada, qu'une bonne partie des minières exploitent à fond de train, par exemple en Amérique latine, des régions où, après le départ des minières canadiennes, c'est le désastre. Et nous avons appauvri ailleurs pour entretenir notre économie.
Prenons ça comme exemple, on pourrait en prendre d'autres. Mais bon, ça c'est en ce qui concerne la question écologique. Mais c'est toujours un risque quand on décide. Ben, c'est sûr qu'il y a une série ici d'engagements possibles, non seulement possibles, urgents, des engagements urgents. Mais c'est toujours très circonstancié. Hein? Je veux dire, on fait des projets, on établit des priorités en fonction des besoins ou des défis de l'heure. D'ailleurs, je pense que le dialogue interreligieux était un point important, si je me trompe pas. Oui, ah oui, ça, c'en était un très, très fort. À laquelle tu as participé, toi Ben aussi. oui, avec aussi, c'est-à-dire qu'on avait déjà à Rome, nous avions une commission internationale du dialogue avec franciscains musulmans, qui était animée par Guénolé Jusset. François Paquette Mhm. a pris la relève. Et moi, je dois dire moi, là, sans trop d'orgueil, j'ai pensé que l'ordre franciscain avait autre chose à faire que je dirais, oui, je dirais réduire, même si le dialogue musulman-franciscain était très important, mais d'avoir une vraie politique de dialogue Mhm. comme franciscain. Et j'ai travaillé avec d'autres confrères, avec l'appui bien sûr du Conseil général, mais aussi pour mettre sur pied une politique de dialogue qui concerne toutes les grandes traditions religieuses. Bouddhisme, shintoïsme, hindouisme, etc. Parce que, aussi, on avait réalisé, à un moment donné, il y avait une très grande concentration de franciscains dans des milieux musulmans. Mais l'ordre, au XXe siècle, s'est pas mal développé et s'est placé dans divers milieux sociopolitiques extrêmement différents et où les religions étaient quand même au pluriel, hein, c'était pas simplement l'islam. Donc on a repensé la structure de dialogue, incluant donc le dialogue interreligieux, le dialogue aussi culturel. Donc on a pensé aussi que les rapports entre foi et culture étaient déterminants et que ce n'est pas simplement une question religieuse, institutionnelle, que l'évolution des cultures, c'est une réalité à laquelle nous pouvons réfléchir. Donc il y avait ça, et puis il y a eu aussi d'autres, et le dialogue écuménique. Mhm. Dialogue Le écuménique aussi, dialogue oui. écuménique, donc c'est-à-dire avec les églises chrétiennes. Est-ce que les franciscains, sur la base du charisme de François d'Assise et de notre tradition, pouvions penser apporter une contribution qui serait valable et qui aiderait aussi à obéir finalement, obéir au Christ qui nous invite dans la prière sacerdotale, qu'ils soient tous un, Mhm. pas unis, un. Alors, Ah, c'est très exigeant. c'est très exigeant. Alors ça, on a repensé donc ces trois, Mhm. ces trois volets, en gardant bien sûr une dimension importante au dialogue musulman-franciscain, chrétien, mais musulman-franciscain, parce que là, il y a aussi un élément traditionnel dans l'ordre. Une des premières missions de l'ordre a été au Maroc et dans des milieux musulmans. Alors ça, on a gardé, on n'a pas sacrifié pour construire autre chose. On a pris cette expérience qui avait été bonne et qui n'est pas non plus super efficace, là, parce qu'on n'est pas dans une perspective de prosélytisme, on est dans une perspective de Le dialogue. dialogue, c'est ça. Et puis qui n'est pas non plus uniquement évangélisation. Nous avons pensé le dialogue à la fois au quotidien, puis institutionnel, puis de participer aussi aux structures de l'Église catholique, c'était fondamental. Alors, donc, on a mis sur pied des structures nouvelles de dialogue qui ont enrichi la curie générale, bien sûr, mais enrichi l'ordre. Et ça a donné aussi un message à tous les frères dans l'ordre que là où nous sommes, qu'on soit dans un milieu à majorité, par exemple, hindouiste ou autre,
On n'est pas là pour compétitionner. On est là pour vivre l'Évangile, partager, mais aussi recevoir de traditions religieuses millénaires des inspirations, des enseignements que nous ne pouvons pas ignorer. Et que même dans le travail missionnaire, je dirais même un peu classique, on ne peut pas ignorer ces défis. Effectivement. Gilles, tu es un homme de réflexion et d'action. Je garde un très bon souvenir de toi comme directeur du bureau d'émission. D'ailleurs, je voulais te remercier pour toute la contribution que tu as fait et apporté au bureau d'émission. Je me souviens que quand tu es arrivé, il y avait évidemment de moins en moins de missionnaires qui allaient en mission ailleurs. Il y avait de moins en moins des frères canadiens qui étaient en mission. Et c'est toi qui as apporté aussi l'idée des projets. Alors ça, je me souviens de ça. Tu as apporté cette dimension-là qui aujourd'hui est encore là. Hein? On a commencé à établir ensemble toute la politique des projets missionnaires. Ça, je te remercie pour ça parce que ça a été une belle, non seulement une belle réflexion, mais en même temps aussi un apport vraiment important au bureau des missions. C'était grâce à toi. Je voulais te Oui, remercier. je te remercie pour la gratitude, mais ça part d'une grande conviction. Hein. C'était très clair pour moi qu'avec l'évolution démographique de l'ordre de notre province, on n'était plus dans une perspective pour envoyer des missionnaires, au sens classique du terme. Et j'avais déjà vu dans l'ordre beaucoup de provinces qui ont commencé à fermer leurs bureaux d'émission, et qui ont commencé aussi à ne plus avoir conscience, je ne dis pas partout, mais quand même, j'ai plus de candidats envoyés en mission, donc cette réalité-là ne me préoccupe plus comme province. Moi, dans ma tête, même quand on avait des missionnaires, entre autres quand j'étais provincial, c'était très clair pour moi que l'expérience de la foi devait comporter aussi une responsabilité missionnaire. Très clair. Et la question, c'était pas lié au fait nous avons des candidats envoyés ou des territoires à accepter ou des groupes ou des... Non. Même si nous n'avions pas de missionnaires, la province devait, parce que ça a été une belle tradition dans la province, maintenir à la fois la nature de ce bureau ou un service, ça c'est autre chose. Mais que nous étions une province, nous n'avions plus cette possibilité d'envoyer beaucoup de candidats pour aider à gauche et à droite, mais la province ici, plus vieillissante, n'était pas morte. Et elle n'était pas au bout de son imagination aussi pour envisager la participation ou la solidarité avec d'autres groupes qui ont à vivre des défis des fois très élémentaires. C'est pourquoi, par exemple, on a pensé à... On n'a pas de gens sur le terrain, mais il y en a d'autres frères sur le terrain. C'est pas nous. On n'a même plus cette richesse de penser qu'on va être là, puis on va, se gourmer, hein, pour dire, on a fait telle chose, telle chose, telle chose. Non, nous n'avons même plus la capacité de les faire. Mais il y en a d'autres qui peuvent les faire, mais n'ont pas les moyens de les faire. Alors, moi, dans ma tête, c'était très clair. La province franciscaine du Canada, malgré la réduction de ses effectifs, ne doit pas perdre cette tradition de partage et de solidarité. Et au niveau, donc, de ne pas fermer les portes, parce que j'ai vu, par exemple, justement, dans certaines provinces, pas de missionnaires, on ferme tout. Et même pas de solliciter éventuellement. Moi, je n'ai aucune honte à solliciter des solidarités, même financières. Parce que ce que l'ordre franciscain vit dans le monde, ou d'autres groupes aussi, ça a une valeur. Et c'est un apport significatif au plan de la construction de l'humanité.
même si jamais on ne mentionnait le nom de Jésus-Christ, c'est pas ça qui est important, mais il y a des défis d'humanité pour lesquels nous avons encore de l'énergie et nous avons encore de l'influence, une capacité de dire ça c'est important. Mm. Par ailleurs, ou bien d'accueillir des personnes qui nous disent est-ce que vous pourriez vous intéresser à telle ou telle réalité? C'est vital. Alors, me dire, repensons le bureau de l'émission, ne le fermons pas. Et là, il y a eu deux perspectives, je pense, importantes. Repenser tout le bureau, mais deux défis considérables. La revue, La revue, ou des moyens de ouais, communication qui nous permettent quand même de à sensibiliser. laquelle tu as beaucoup contribué aussi. Pas mal, oui. Puis Et aussi, encore aujourd'hui. la question des projets. Oui. Donc là, et des projets. Moi, j'étais très content, par exemple, je me rappelle une fois, c'est ce que je veux dire est un peu bon, particulier, mais un projet, je pense, qui nous était venu, je ne sais pas si ça venait d'Haïti ou d'ailleurs, c'était pour une petite école de construire des toilettes. Mm. Et là, je me dit, c'est vrai, c'est important. Oui. Nous, on ne pense pas à ça, On ne mais pense pas à ça parce que c'est effectivement. comme donné d'avance, Mm. c'est sûr que ça va être construit, etc. Mais peu importe le projet, mais chaque projet qui nous a été présenté était une nécessité d'humanité. Et je pense que le fait qu'à travers presque 10 ans maintenant de projets, presque 60 qui ont été présentés, que nous n'ayons eu de la difficulté de les réaliser une seule fois. Mm. Ça veut dire que les personnes qui lisent la revue ou qui s'intéressent à la mission comprennent, ont compris tout de suite et sans, je dirais, beaucoup de, même, je pense pas que beaucoup de gens ont téléphoné pour dire, quand vous présentez tel projet, est-ce que vous avez des raisons de non, on peut multiplier les explications. C'est évident. Mm. Alors, moi, je me dis, ben ça, on ne peut pas le perdre. Et même si maintenant, bon, tant mieux si dans les prochaines années, il y aurait quelques frères, un ou deux ou trois, qui s'intéresseraient pour dire, ben moi, je vais aller aussi sur le terrain. Je veux sortir de mon pays ou bien vivre l'expérience franciscaine ailleurs et partager aussi des défis de solidarité, des défis d'humanité et des défis aussi d'évangélisation. Tant mieux. Mais pendant le temps où cela ne se passe pas, est-ce que nous pouvons, avec les moyens que nous avons, parce que nous en avons, avec une petite zone d'influence qui est la nôtre, accueillir les préoccupations de beaucoup d'hommes et de femmes avec lesquels nous cheminons et qui sentent mieux que nous que ça c'est important. Ça c'est important. Oui, parce qu'eux, ils sont sur le terrain. Ils sont Donc, sur le ils terrain. savent c'est quoi les besoins. Alors, moi je me dis non, continuons, puis Mm. essayons de modifier nos pratiques de bureau, là, Mm. de gestion, Les gestions. Ouais. et puis avoir aussi des politiques claires, Mhm. identifiables, et dont nous sommes imputables. Donc nous avons à rendre des comptes, et autant aux gens qui nous supportent, qu'entre nous, qui consacrons du temps et des énergies pour les activer. Ça, pour moi, c'était fondamental. Et je vois pas vraiment, voilà, évidemment, comment ça peut, dans 5 ans, 10 ans, j'ai aucune idée. On ne sait pas. Mais si jamais on perdait cette valeur ou que des gens s'en désintéressaient, ça veut dire aussi qu'on est en train de trafiquer une partie de notre âme. Mhm. Et on trafique une partie au rabais. Mhm. On trafique au rabais une partie de la vocation qui est la nôtre. Que nous soyons 40 franciscains au Canada, ça, c'est pas ma grande préoccupation. Mais 40 qui ont un cœur qui vibre, qui sent et qui savent très bien qu'on peut effectivement, avec des moyens modestes, Mm. pas le nombre, des moyens modestes, faire, poser des gestes De qui, solidarité. au moins quant à notre Mm. conscience, sont authentiques. Tout à Le fait. reste, Mm. ça n'a pas grande importance.
Ben, merci beaucoup, Gilles, pour cette entrevue, tes réflexions très intéressantes, passionnantes même, puis aussi ta contribution à l'ordre, puis au bureau d'émission. Mais en tout cas, je te salue et je te remercie pour tout ce que tu as apporté. Un grand Ouais. merci. Merci beaucoup. Merci.